conférence, nous allons essayer de nous intéresser d'abord à cette question de l'homme. Je vous proposerai une définition, et comme toute définition, elle est limitée et limitante, donc on pourra toujours la retravailler, la creuser, pour montrer à la fois les apories, d'un point de vue philosophique, comment on arrive à définir cette question de l'homme, la difficulté, puisqu'il faut partir du principe qu'il y a d'abord une multiplicité d'interprétations pour définir ce que nous entendons par l'idée de l'être humain. Et je pense que c'est très important dans le débat qui nous concerne de bien, je dirais, problématiser la question qui nous est posée. Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Alors on peut avoir des réponses religieuses, on peut avoir des réponses philosophiques, anthropologiques, linguistiques, ou même, je dirais, au niveau des neurones. Vous voyez, donc la question c'est comment on va limiter cette conception de l'humain. Et la question de l'humilité et de l'humiliation qui sont pour moi deux variantes de la condition humaine. Entre la question de l'humilité, et on verra à quoi ça renvoie, mais aussi la question de l'humiliation, qui sont pour moi d'abord des notions essentielles pour d'abord penser la question de l'éthique, parce que c'est la question de l'éthique d'une vie bonne. Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne comme projection, comme horizon de sens, d'attente et en même temps d'action, et l'idée d'une politique. Qu'est-ce que serait qu'une politique qui serait une politique qui ne serait pas humiliante? Comment faire pour en sorte que les institutions, pour reprendre je dirais une citation des philosophes israéliens Avishai Margalit, comment développer une société décente? Une société décente où les institutions n'humilient pas les citoyens, et on verra à quoi touche la question de l'humiliation. Comment l'humiliation touche d'abord à l'idée du visage, touche d'abord à la question des capacités des gens, par rapport à l'humilité, qui est quand même autre chose, mais que l'humiliation et l'humilité sont d'abord des questions sur la reconnaissance. Ça tourne autour d'abord de la question de la reconnaissance, et comment on guérit une société qui devient de plus en plus humiliante, que ce soit l'éducation, la santé, pour prendre par exemple le cas du Maroc, comment ces institutions qui doivent d'abord ouvrir de la capacitation, du bien commun, de la cohésion, deviennent de plus en plus humiliantes. L'école aussi, j'arrive en France, l'institution est aussi humiliante dans la manière dont elle peut gérer les problématiques. Nos politiques migratoires, notamment en Occident, comment elles sont aussi humiliantes. L'administration, la bureaucratie, comment elle peut devenir, je dirais, humiliante. Et donc, ces questions-là sont d'abord très très importantes. Alors, je définirai d'abord la question de l'homme, l'être humain, et par cette idée que, c'est l'hypothèse que je vous propose et qui va accompagner globalement toute la réflexion, c'est que nous sommes d'abord des êtres narratifs. Que l'être humain, c'est d'abord une identité, une narration. Nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. C'est-à-dire que vous naissez dans un pays, on vous raconte une histoire, on vous raconte une religion, qui ne sont pas d'abord, je dirais, les vôtres, mais on vous donne un nom, on vous donne une religion, on vous donne une nation, on vous donne une langue, etc. Donc vous arrivez dans un monde, je dirais, qui vous précède. La culture vous précède, la langue vous précède, et on vous colle tout ça. Et au nom de tout ça, vous êtes capable de mener une guerre contre les autres. Vous voyez, donc la question, c'est comment on s'inscrit d'abord, d'être conscient dans cette culture-là. Vous seriez né au pôle Nord, vous seriez certainement différent dans la culture et dans la langue. Et ensuite, nous devenons les histoires auxquelles nous adhérons. Et je donnerai que, globalement, le plus grand exemple, c'est quand vous adhérez à des histoires d'amour. Vous voyez très bien comment ça vous chamboule et comment ça vous fait agir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'adhérer à un certain type d'histoire implique une éthique, implique des actions. Vous voyez, et j'aborderai la question religieuse à travers, par exemple, sur la question de l'islam ou du christianisme ou autre. Vous avez des récits différents qui sont, je dirais, des récits fondamentaux, et que selon, je dirais, la conception du récit musulman, catholique ou juif auquel vous adhérez, ça n'a pas du tout les mêmes implications. Et donc, on aura l'occasion d'aborder ça. Donc, je voudrais aborder cette question de l'être humain comme d'abord un sujet capable, c'est-à-dire un sujet qui a des capacités. Voilà, comme ici, on ouvre la capacité des individus, mais en même temps quelqu'un de responsable, c'est-à-dire qui est capable de s'imputer les actions qu'il fait. Donc, vous voyez bien que cette idée de capacitation suppose l'idée de la responsabilité. C'est bien moi qui dis ça, c'est bien moi qui ai fait ça. Vous voyez, donc la notion de la responsabilité, elle est fondamentale. Mais d'abord, qui se reconnaît dans les actions. Qui se reconnaît, je me reconnais dans ce que je dis, je me reconnais dans ce que je fais, et qui se raconte
à travers ses actions et ses récits. Globalement, l'être humain est un être fabulateur. Il aime se raconter des histoires, il raconte des histoires pour mieux se comprendre. Vous voyez, donc ça c'est très important de bien comprendre que nous passons notre temps à adhérer à des histoires, nous passons notre temps à raconter des histoires. Et voilà, il y a des histoires qui vont vous aliéner, qui vont aliéner l'esprit, comme la croyance. Ça peut être une croyance aliénante, comme ça peut être une croyance qui libère l'émancipation et l'esprit. Tout dépend de quelle typologie de la croyance. Il y a des croyances aliénantes qui enferment l'individu dans des identités qui seraient figées, dans des névroses qui sont là. Et puis vous avez des croyances au sein même d'une religion qui peuvent d'un seul coup vous émanciper d'un certain nombre d'autorités, de pouvoirs et autres, ce que j'appellerais des croyances subversives, qui ouvrent globalement des capacités, des manières de sentir un peu autrement. Alors ce qui est très intéressant, c'est d'abord, quand on fait un travail comme celui-là, c'est d'abord d'ouvrir l'étymologie des mots. Vous voyez, donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en français, à la fois l'humilité et l'humiliation revient d'abord à une racine latine qui veut dire l'humus, la terre. Vous voyez, l'idée d'être proche de la terre, de ne pas s'élever au-dessus des autres ou de soi-même. C'est ça l'idée de l'humilité, mais on voit bien que l'humilité, c'est d'abord une vertu. L'humilité, d'abord, c'est une vertu morale, qui accepte, qui consiste à reconnaître d'abord que nous sommes des êtres manquants, que nous sommes des êtres vulnérables. C'est cela, je dirais, l'humilité, c'est-à-dire que nous sommes des êtres finis et nous dépendons les uns des autres. Non seulement je dépends de vous, mais je dépends aussi de quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, qui est la langue, quelque chose qui est beaucoup plus grand que vous, qui est l'institution. Ce qui fait que l'être humain ne peut pas se penser uniquement entre soi, il y a des institutions derrière. Il y a des institutions de la langue, il y a des institutions de la culture, il y a des institutions scolaires, éducatives, il y a des institutions de police, etc. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas penser la question de l'humilité et l'humiliation sans penser la question des institutions. Parce que nous nous inscrivons automatiquement tous, quel que soit notre parcours, dans des institutions. Et donc l'humilité est une vertu, et on voit bien que l'humiliation est d'abord une souffrance. Et donc, c'est-à-dire que c'est le sentiment d'être méprisé, ce que les Marocains appellent le hogra. Et donc ça, c'est un terme qui fonctionne beaucoup. C'est le sentiment d'être dénié dans sa dignité et dans la valeur que l'on a de soi. Et la question de l'humiliation touche d'abord à la question de l'identité. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est méprisé, il y a quelque chose qui est rabaissé, et d'un seul coup, je ne peux plus participer. D'un seul coup, je ne peux plus parler, parce que ma parole n'a pas de valeur, comme en ce moment, les gens je dirais en France, nous avons des millions de gens qui descendent dans la rue, et d'un seul coup, leur parole ne vaut rien. Donc leur parole ne vaut rien, et donc ça c'est une forme d'humiliation. Et donc on voit bien comment des institutions démocratiques elles-mêmes humilient les gens dans le sens où cause toujours tu m'intéresses. Et donc votre parole ne compte absolument pour rien. Et donc on voit bien que l'humiliation c'est pas simplement un élément psychologique, c'est un problème éthique, c'est un problème politique et c'est un problème social. Parce qu'autour de la question de l'humiliation se dégage la question du narratif du ressentiment. Et les humiliations préparent toujours les violences de demain. Les humiliations prennent du temps, comme la reconnaissance, ça prend du temps, mais sachez que, historiquement, à chaque fois qu'il y a des humiliations, il y a quelque chose qui gronde et qui finit par exploser dans une société. Et c'est pour ça que la question, c'est d'essayer de développer dans une société, puisque la question de la justice semble très difficile, puisque un certain nombre de questions, c'est comment faire en sorte de ne pas avoir des institutions humiliantes, et comment faire en sorte que, je dirais, les Marocains ne s'humilient pas les uns les autres. Parce que c'est la question de la dignité. Et donc on voit bien que l'humiliation n'est pas simplement une émotion qui serait négative, parce qu'on aurait fait des choses, mais un problème éthique, car elle vise et elle remet en cause la visée éthique dans une société. Qu'est-ce que c'est qu'une visée éthique? J'aurai l'occasion de le développer tout à l'heure. La visée éthique au sens, par exemple, de Paul Ricoeur dans Soi-même comme un autre, il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. C'est-à-dire que globalement, il est très difficile de penser que même l'institution de la famille, ou l'institution scolaire, ou l'institution politique, s'il n'y a pas d'abord l'estime de soi, l'estime de l'autre et l'estime des institutions qui soient justes. Et on verra bien, lorsque justement il y a des souffrances en termes d'humiliation, qui est un élément politique,
et éthique, comment cela se traduit dans une société. Et donc, la question, c'est comment on guérit des humiliations. Moi, je me rappelle, dans Lettre à Nour, dans Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir, qui est un échange épistolaire, qui est d'abord lié à un travail que j'ai fait dans les prisons françaises et, je dirais, belges, où j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on adhère à une histoire de Daesh. Vous voyez, donc, soit vous étudiez le parcours des individus et vous dites, voilà, ils n'ont rien compris à l'islam, ils n'ont rien compris à ceci et cela, voilà, ce qui est fort possible, hein, voilà, mais ça veut dire que vous auriez une définition normative de ce que serait que l'islam, ce qui deviendrait encore plus problématique, j'ose pas rentrer là-dedans, mais si vous voulez, par la suite des questions, je pourrais vous poser un certain nombre de questions, si on va sur ce secteur de là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que ces jeunes du monde entier ont adhéré à cette histoire. Non seulement ils ont adhéré à cette histoire, mais cette histoire les a fait bouger. Vous voyez ? Et donc, parmi le récit, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir si vous le souhaitez, il y avait le récit de l'unité du monde musulman, avec tout le parcours historique colonial et décolonial, plus le démantèlement de l'Empire, plus l'idée d'avoir un espace musulman où il y aurait un seul souverain qui serait Dieu, comme la souveraineté de Dieu versus la souveraineté du peuple. Vous voyez la question de l'unité. Mais ce qui était très intéressant, c'était la dignité, la pureté et le sens. Mais la dignité, à un moment, Nour, dans cet échange épistolaire, elle dit à son père, parce qu'elle est partie, alors qu'elle a eu des rudiments de la critique, etc., elle dit à son père, à un moment, dans son adhésion à Daesh, alors que son père est philosophe, il lui a donné vraiment tous les outils critiques de l'émancipation, vous voyez bien que parfois la culture, elle peut vous emmener ailleurs aussi, c'est ça le problème. Et on l'a vu avec le nazisme, hein. Vous voyez, donc il y avait plein de gens cultivés qui avaient adhéré à cette idéologie. Donc il y a quelque chose d'autre qu'il faut bien travailler, que la culture parfois ne protège pas de la barbarie. Donc il faut en être conscient. C'est-à-dire que c'est bien de dire la culture, mais il y a un impensé à l'intérieur de la culture qui ne permet pas cela. Donc qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, elle lui dit, je suis en train de gueuler, non? C'est bon parce qu'il y a des gens à l'arrière qui font ça. Continue de gueuler. Voilà, d'accord. Mais que globalement, elle lui dit les pères de notre État, c'est-à-dire l'État islamique, les pères de notre État sont nés de la torture et des humiliations subies dans les prisons américaines en Irak. On peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. Et donc, la question de la justice et de l'humiliation. L'humiliation, ce n'est pas les inégalités. L'humiliation touche à la question de la dignité. Ce n'est pas quelque chose qui est quantifiable. Puisqu'on est dans un monde libéral, ne compte que ce qui est quantifiable. Donc ça veut dire que dans notre vision du capitalisme et du monde ultralibéral, nous sommes trop préoccupés par la question de la réussite, de la performance, sans voir que ce type de machine produit des humiliations. Parce que globalement, le sort des vaincus ne nous intéresse pas parce que nous sommes rentrés dans le culte de la performance. Donc c'est très intéressant, je dirais, d'analyser comment, je dirais, lorsque vous savez, en général, le système capitaliste, il va lutter contre tout ce qui est de l'ordre de la résistance. Par exemple, le patriarcat, allez, on le met, voilà, on le combat et c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Mais sans se rendre compte qu'en fait, on déplace les humiliations vers d'autres espaces dont on est moins sensible. On est sensible à la violence. Pourquoi? Parce que ça touche le corps. Hein? On est de plus en plus je dirais, sensible à la question de la violence des femmes. Et tant mieux. Mais on est de moins en moins sensible, comme le dit le philosophe Olivier Abel, sur la question des humiliations. Parce que ce n'est pas mesurable. Alors, une fois que j'ai dit cela, donc j'inscris bien cette idée que la reconnaissance et le remède, me semble-t-il, et j'aurai l'occasion de développer cette idée sur la question de l'humiliation. C'est-à-dire que l'humiliation d'abord attaque le visage. L'humiliation, c'est d'abord le fait de mettre à terre quelqu'un, c'est d'abord cette idée du visage. C'est-à-dire que d'un seul coup, vous n'êtes plus respectable vis-à-vis des autres. Je pense que si vous humiliez, si un professeur humilie en direct, je dirais, un élève devant les autres, la seule manière parfois de répondre de l'élève, c'est d'insulter. C'est-à-dire que l'insulte est une réponse à cette humiliation pour ne pas se laisser écraser par une parole. Et là, je renvoie vraiment à tous les travaux de Simone Weil, la philosophe, qui dit « Il faut armer les plus faibles, car le fort a tendance à devenir barbare. » C'est-à-dire que, et on aura l'occasion, notamment avec Arendt, sur la question du pouvoir,
et la domination. La domination est une forme de violence. Alors que le pouvoir, c'est quelque chose qui doit pouvoir organiser quelque chose. Vous voyez, donc elle donne une définition de la notion du pouvoir qui n'est pas d'abord de l'ordre de la domination, mais d'abord de pouvoir faire ensemble, de pouvoir agir ensemble en termes de capacitation. Et je trouve ça très intéressant de distinguer la notion du pouvoir de la notion de la domination. Donc du coup, c'est-à-dire que l'humiliation est une atteinte à la reconnaissance, et on ne peut pas la mesurer ni en chiffres, ni en critères objectifs. Elle dépend du ressenti, globalement, je dirais, de chacun. Et ici, il me semble que la question de l'humiliation, elle peut prendre deux formes. C'est-à-dire être exposé malgré soi au regard des autres. Vous voyez, on vous met à nu là-dedans, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire vous subissez une mise en scène publique de votre faiblesse, de votre différence ou de votre faute, qui va automatiquement provoquer cette question d'abord de la honte et le désir de se cacher. C'est-à-dire que malgré vous, vous êtes mis dans l'espace public. Et on l'a bien vu avec les réseaux sociaux, comment parfois des choses qui se passent dans le privé atterrissent dans l'espace virtuel médiatique. Et là, il y a une forme d'humiliation parce que vous avez été contraint, vous avez été violenté sans votre accord d'être exposé aux autres. Ça, c'est une forme d'humiliation qui est quand même assez importante. La seconde humiliation, et qui à mon avis concerne beaucoup plus de gens, c'est de se voir refuser la possibilité de s'exprimer dans l'espace public, de participer à l'économie d'un pays ou à la culture d'un pays, d'appartenir à un groupe qui vous donne le sentiment d'être invisible, inutile ou méprisé. Ça, c'est la seconde forme d'humiliation qui est pire, qui fait que lorsque vous êtes au chômage, lorsque vous avez des compétences, vous n'avez pas la possibilité de participer, de dire ce que vous êtes en termes d'estime sociale. Voilà une grande humiliation. Et on voit bien comment nos sociétés humilient dans la mesure où elles ne permettent pas à certains de se montrer, de montrer ce dont ils sont capables, parce que d'un seul coup, ils n'appartiennent pas au sérail, ils n'appartiennent pas au groupe des dominants, ils n'appartiennent pas au groupe qui peut s'exprimer. Et donc, et c'est très intéressant parce que le fait de ne pas pouvoir s'exprimer développe automatiquement du ressentiment. J'aurai l'occasion de montrer comment aujourd'hui le grand récit qui domine à travers le monde, c'est d'abord l'idée du ressentiment. Il suffit de voir un peu le ressentiment au niveau de la société française vis-à-vis des étrangers, un ressentiment vis-à-vis des musulmans, un ressentiment vis-à-vis des migrants, un ressentiment vis-à-vis de la France, un ressentiment vis-à-vis de l'Occident. Et donc on voit bien que globalement, toute cette affaire qu'on a eue avec la France, comment elle développe dans la société marocaine, et pratiquement à tous les niveaux, un espèce de discours du ressentiment. Et le ressentiment est une maladie. C'est-à-dire que lorsque le ressentiment n'est pas capable de se transformer en action avec et pour les autres et dans des institutions, s'il n'ouvre pas des capacités d'action, il demeure une espèce de colère qui va finir par exploser tôt ou tard. Pourquoi? Parce que le ressentiment, c'est de dire c'est de la faute des autres. Et donc à la fois le ressentiment peut être une force, je dirais, d'émancipation qui sont assez incroyables, mais en même temps, il peut se retourner contre les capacités des individus parce que c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Et ça, c'est le grand récit du ressentiment que nous avons, par exemple en France, au niveau du Rassemblement national, c'est le discours du ressentiment. C'est je dirais, le récit de l'humiliation, et vous voyez bien comment, par exemple, quelqu'un comme Poutine, comme Erdogan, vont utiliser l'idée de l'humiliation comme lieu de demande de réparation. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont utiliser cette idée de l'humiliation. Donc la question c'est comment faire en sorte que cette humiliation se transforme en action positive, mais ne se transforme pas d'abord en ressentiment qui finit par détruire la capacité et du pouvoir de faire, me semble-t-il, ensemble. Donc on voit bien que l'humiliation est une question d'abord politique et sociale, qui envenime la violence et l'injustice et automatiquement génère du ressentiment. Et dans la société marocaine, le ressentiment est quand même assez incroyable et on aura l'occasion de pouvoir en tout cas une piste en termes de diagnostic. Et moi je crois que la question du ressentiment qui monte au niveau de la société marocaine, c'est d'abord une question institutionnelle. C'est que sont devenues les institutions. Parce que lorsque les institutions sont faibles, les Marocains se retrouvent les uns face aux autres. Et donc, du coup, il n'y a plus de tiers. Parce que l'institution, c'est le lieu de la médiation. L'institution, c'est le temps long.
alors que nos vies, elles sont brèves. On a besoin du temps long. Vous voyez, on a besoin des institutions qui nous précèdent et qui vont exister bien après nous, parce que vraiment l'institution, c'est l'institution qui vous reconnaît. Ah, c'est l'institution, c'est votre famille qui vous reconnaît, hein, qui vous donne le nom de... Ensuite, c'est l'école qui vous reconnaît à travers les diplômes. Ensuite, c'est le marché de l'entreprise qui vous reconnaît. Vous voyez, donc ce sont des institutions qui sont fondamentales et on ne peut pas, me semble-t-il, agir simplement dans des projets à droite, à gauche, sans penser la question des institutions, comment vos projets, les uns et les autres, vont transformer les institutions. Pour ne pas avoir des institutions aliénantes, développer des institutions qui développent à la fois l'émancipation individuelle, collective et le bien commun, mais surtout de ne pas développer des institutions maltraitantes. Et j'aurai l'occasion de parler de l'école, de l'état de l'école marocaine, comme une institution d'abord maltraitante. Et qu'est-ce que ça produit, cette idée de la maltraitance, sur la capacitation, je dirais, des individus et du futur citoyen marocain? Et quelle est la réponse aussi, fondamentalement, je dirais des parents, de beaucoup de parents, qui mettent d'abord leurs enfants dans le privé. Ça a des conséquences sur la cohésion d'une société, il faut le savoir. C'est-à-dire que globalement, il n'y a plus de bien commun. Fondamentalement, à partir du moment où tout le monde met ses enfants, dès qu'il a les moyens, dans le privé, il n'y a plus l'idée d'une cohésion. Pourquoi? Parce que les gens partent du principe, je paye pour mon fils, ma fille, je paye pour la santé, je ne dois rien à l'État. Ça. Et ça devient quelque chose de très très dangereux pour la cohésion. Or, ce qui fonde une société, c'est d'abord le bien commun. Mais le bien commun qui ne doit pas être simplement protégé par l'État, mais d'abord d'un point de vue éthique, au niveau des citoyens, comment on prend en charge cette question de l'éducation pour tous. Et si on ne prend pas cette question pour tous, bah, automatiquement, vous allez développer une multiplicité de Marocains qui vont avoir accès à certains biens et pas à d'autres. Et hop, automatiquement, vous ne développez plus le sentiment de cohésion ni le sentiment national. Si, à travers le foot. Mais c'est éphémère. C'est éphémère, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'inscrire globalement, me semble-t-il, dans la durée. Donc, c'est-à-dire que globalement, nous ne sommes pas du tout sensibles aux humiliations que nous faisons subir aux autres, je dirais, par nos actions. Et donc là, il y a quelque chose, me semble-t-il, à travailler. Et donc, une des manières, me semble-t-il, de travailler sur cette idée de l'humiliation, c'est de développer cette idée de l'humilité. Mais elle est insuffisante, parce qu'il y a des fausses humilités, puis il y a des humilités qui sont émancipatrices. Hein. Donc il faut aussi faire attention là-dessus. Globalement, je vous disais tout à l'heure que l'humilité, c'est d'abord de partir du principe que nous sommes des êtres vulnérables. Donc on n'est pas autosuffisant. Vous voyez, donc ça, c'est la première des choses, et que nous avons le besoin les uns des autres pour vivre. C'est-à-dire que cette humilité, c'est une vertu qui permet à chacun d'essayer de vivre ensemble avec tous les conflits. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de conflit, il faut savoir honorer les conflits, mais c'est-à-dire qu'il y a une humilité qu'on pourrait dire un peu authentique, qui reconnaît d'abord la dignité des êtres, sans se rabaisser, sans se surestimer. Vous voyez, donc il y a des gens parfois qui sont dans une espèce de fausse modestie, qui se rabaissent, mais en vérité c'est une mise en scène du pouvoir. Je me rabaisse, c'est une mise en scène, voilà. Et puis, il y en a d'autres qui se surestiment, vous voyez, donc c'est une question de dose. C'est important, c'est bien que ça rigole. Et donc, c'est-à-dire, et puis vous avez une autre, comment ça s'appelle, une autre humilité qui ne va pas, c'est celle qui se dévalorise, celle qui se méprise, celle qui se renie, vous voyez, et elle est fondée sur la culpabilité, la honte et la peur. Et elle est source de soumission et de résignation. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut essayer de voir quelle est votre humilité. Alors, je vais faire une petite parenthèse, j'ouvre une parenthèse sur le discours religieux, si vous permettez. Sur l'humilité du discours religieux. Alors, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que tout ce que nous disons sur Dieu, tout ce que les savants musulmans disent sur Dieu, tout ce que les savants musulmans ont dit sur Dieu, ne sont que des expressions possibles, ils ne sont pas Dieu. C'est très important de bien le comprendre. Que toutes nos constructions théologiques, toute notre construction juridique, tout ce que nous disons, c'est d'abord des représentations.
de Dieu, un petit Dieu avec un petit D. C'est pas, je dirais, Dieu avec un grand D. C'est-à-dire que Dieu, avec un grand D, est toujours différent de nos représentations. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar, Dieu est bien plus grand que. Okay. Et c'est pour ça qu'en général on dit Wallahu Alam, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai dit ça, voilà. C'est très important cette question de l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand souci, me semble-t-il, dans toutes les énonciations théologiques, juridiques et des fatwas par-ci, des fatwas par-là, d'absolutiser ces représentations. Et quand vous absolutisez ces représentations, vous en faites une idole. C'est plus Dieu, c'est une idole. Vous voyez, c'est comme les gens qui embrassent le Coran. Quelque part, c'est de la textolatrie. Pourquoi? Parce que il faut d'abord distinguer Dieu de la parole de Dieu et du texte. Vous voyez, il y a une dialectique. Un texte, c'est d'abord un texte imprimé. C'est important, je dirais, de le comprendre. Et que la parole de Dieu se dit dans un langage humain, sinon elle ne serait pas inaudible, mais le langage humain, il est limité. C'est-à-dire que Dieu est plus grand que sa parole et plus grand que nos représentations. Ce qui doit nous conduire à de l'humilité par rapport à nos interprétations qu'on veut absolument imposer aux autres. Et donc ça c'est important. Et j'ai envie de dire que nos représentations humaines, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de relation directe entre Dieu et le croyant. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire, je le dis, il n'y a pas de relation directe parce que toutes nos relations, elles passent d'abord par un texte, elles passent d'abord par une tradition, elles passent d'abord par ce qu'on nous a dit. Hein, ne croyez pas que vous avez une relation directe à Dieu, c'est une médiation. Il y a des textes, c'est une médiation. Le prophète de l'islam, c'est une médiation. Et qui dit médiation, le contraire de médiation, c'est immédiat. Vous voyez, comme sur Internet, on réagit. Donc il y a des médiations qui sont des épaisseurs culturelles, humaines, qui sont très très importantes. Et il faut respecter cela. Il faut respecter, me semble-t-il, ce temps long. Et donc c'est pour ça qu'il faut analyser les métaphores du langage religieux pour montrer la relativité et la distance par rapport à la réalité ultime qu'on appelle Dieu. Si on ne fait pas ça, on se trompe complètement de niveau d'analyse. Et donc, on voit bien qu'un certain nombre même de caricatures qui peuvent être blessantes, qui peuvent être humiliantes, c'est-à-dire qu'elles touchent à quoi fondamentalement chez un certain nombre de musulmans? Elles touchent d'abord à leur identité. Si Dieu est Dieu et au-delà de nos représentations, qu'on ne peut pas le représenter, même le langage humain n'arrive pas à le dire, ce n'est pas une caricature qui doit pouvoir le dire. En fait, la caricature vient toucher des représentations, qui sont des représentations humaines. Donc avoir l'humilité de dire tout ce que je dis, ce sont des approximations. Et que je ne suis pas sûr. Vous voyez, donc apprendre cette humilité, elle est fondamentale. Maintenant, la question d'une éthique et d'une politique de la non-humiliation. C'est-à-dire que, globalement, je vous avais parlé tout à l'heure d'Avishai Margalit sur cette idée de la société décente. C'est très important, c'est un livre qui est paru en 1996, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, parce qu'il y a des vraies réflexions sur qu'est-ce que c'est qu'une société décente. Une société est indécente quand vous avez des multimillionnaires et des milliardaires dans un pays et que vous avez plus de la moitié qui crève de faim et qui n'a pas les moyens de pouvoir aller à l'école. Ça devient une société indécente. Ça devient une société humiliante. Donc la question, c'est quel est le niveau de richesse qui permettrait, quelque part, de développer une société décente. Quand vous avez en France des milliardaires qui gagnent je ne sais pas combien, alors que le SMIC est à temps, etc., ça devient indécent. Vous allez me faire une narration, vous allez mettre des éléments hétérogènes dans une intrigue qui produit du sens. C'est cela l'identité. L'identité, elle sert à produire du sens. Mais comme il y a aujourd'hui une crise de notre rapport au temps, pourquoi? Parce que nous sommes dans l'immédiateté et nous sommes dans l'instantanéité. On est là, on regarde, je dirais on n'est plus dans la conférence, à la fois on est dans la conférence, on tweet, on regarde comment ça réagit. C'est-à-dire que vous êtes dans plusieurs endroits en même temps. Et le fait d'être dans plusieurs endroits en même temps a fait que ça a tué complètement notre rapport au temps, qui est même le temps politique, parce que le temps politique suppose la longue durée. Or, ce que veulent les gens,
c'est dans la manière dont ils consomment Internet, etc., l'immédiateté, ils veulent ça ici et maintenant et tout de suite. C'est pour ça que les séries fonctionnent. Pourquoi? Ah oui, on n'est plus chez, vous savez, on n'est plus chez Aristote, hein. Introduction, développement, conclusion, thèse, antithèse, synthèse, ça c'est quand on avait le temps. Vous voyez, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y avait un problème, il y avait une catharsis, il y avait une résolution. Or, cette idée de la résolution, la plupart des gens pensent que le monde d'après sera pire. C'est-à-dire que la vision du monde, elle a complètement changé. Et donc, du coup, on est dans un éternel présent. C'est ce que certains, un historien Herzog appelle le présentisme. Et on est enfermé dans le présent, où le futur est déjà là, et aussi le passé. Vous voyez, donc il y a une espèce de quelque chose dont on ne s'est pas ouvert. Et donc, on voit bien que la crise de toutes les sociétés, c'est d'abord une crise de récit. Parce que le récit suppose le temps long. Pourquoi les gens ont été déçus de la fin de Game of Thrones? Pourquoi les gens ont été déçus de la fin de Lost? Tout simplement parce qu'il y a deux systèmes de temporalité qui fonctionnent. Il y a le système long, aristotélicien, introduction, qui suppose une résolution, donc on attend ça. Et en même temps, on est excité par l'univers qui est proposé. C'est ça, c'est comme les jeux. Ce qui est très intéressant dans un jeu, c'est cette capacité à recommencer toujours dans le même univers. Et donc on voit bien que la crise du récit qui traverse l'ensemble de la société dans une incapacité à pouvoir se projeter fait qu'on est enfermé dans un éternel présent qui développe automatiquement de l'anxiété. Les gens sont devenus anxieux. Vous voyez, donc et à partir du moment où on n'a plus cette question du temps long, ça veut dire qu'on a une crise de la transmission. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que la crise de la transmission est une crise du récit, et la crise du récit est une crise de la temporalité. Donc comment on traverse cela? Et donc on voit bien que l'identité narrative peut être, me semble-t-il, une source d'humilité, dans la mesure où, lorsque vous avez l'identité narrative, lorsque vous avez par exemple subi des humiliations, ou même des violences, le fait que la victime vienne raconter ce qu'elle a subi, elle est en train de raconter une identité narrative de ce qui lui est arrivé. Mais c'est parce qu'elle a cette possibilité de la narrer, de la mettre en récit, qu'il y a une possibilité globalement de s'émanciper de ses souffrances. C'est ça qui est très intéressant. C'est que globalement, pendant très longtemps, la souffrance faisait partie de l'existence. On accepte les humiliations, la souffrance, ça fait partie de l'existence. Or aujourd'hui, on est vraiment dans le temps des victimes. C'est dis-moi quelle est ta souffrance, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire que globalement, les gens se présentent dans l'espace public à partir de leur souffrance. Parce qu'ils ont besoin que leur souffrance soit reconnue, comme si la formalité de la reconnaissance était une forme de justice. Et donc la question, c'est comment on va travailler ça. Et donc du coup, cette identité narrative va permettre de reprendre les choses sous un angle différent. Alors, vous savez, au Maroc, par exemple, sur la commission en ce qui concerne les années de plomb, il y a eu, je dirais, une mise en récit. Il y a une mise en scène théâtrale. Voilà, une mise en scène théâtrale avec le pouvoir, avec les victimes. Il y avait certaines personnes qui devraient être là, mais qui ne sont pas là. Donc il y a quelque chose qui s'est fait, mais qui est parfois inachevé. Donc, ou par exemple l'apartheid, vous voyez. Donc il y a besoin à un moment de pouvoir créer cette agora pour faire ça. Et donc, du coup, on a les victimes de violences ou d'abus qui se racontent leur histoire à travers d'abord l'idée d'un témoignage, une thérapie ou même parfois une œuvre artistique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est dans la narration ou dans l'œuvre artistique qui permet de sublimer sa propre existence par rapport à tout ce que nous avons travaillé. Et une des manières de dépasser l'humiliation, je vous renvoie à Charlot, que vous connaissez tous. Ce qui est très intéressant, et je trouve qu'il faudrait vraiment travailler là-dessus, c'est que, par exemple, la culture juive, puisqu'il y a une reconnaissance de la culture et de la langue, la culture juive, elle a su utiliser l'humour pour faire face aux humiliations qu'elle a subies pendant des siècles. Très très intéressant, l'humour comme capacité de se relever face aux humiliations. Donc, pour ne pas rester dans le ressentiment, mais je dirais réouvrir des capacités d'action. Et vous avez le personnage de Charlot, qui est incarné par Charlie Chaplin, qui est une espèce de juif errant, qui se retrouve dans des situations comiques. Si vous regardez Charlie Chaplin, il est toujours humilié. Mais il a une capacité, d'un seul coup, à rebondir.
Et donc, vous voyez, donc il y a la question comment faire pour que l'humiliation ne devienne pas une espèce de poison qui finit par tuer les capacités des gens. Alors pour les Grecs, hein, vous avez une fabuleuse scène d'Héphaïstos dans la mythologie grecque, là, où vous avez Héphaïstos qui est jeté, en tout cas par Zeus, lors d'un banquet, et qui se relève en boitant et en riant. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui se passe alors qu'il est humilié devant tout le monde, puis d'un seul coup, il se met à boiter et à rire. Et cet humour est très intéressant parce que ça montre quoi? Ça montre que Héphaïstos ne se laisse pas impressionner par la puissance de Zeus. C'est ça qui est intéressant, et qu'il garde sa fierté. Vous voyez donc comment, par l'humour, il y a quelque chose, me semble-t-il, à travailler. Après, il y a un autre type d'humour, hein, mais qui nous vient beaucoup plus de la tradition. Je vous en donnerai de la tradition musulmane hein, dans les questions-réponses. Hein. Mais il y en a un qui est très intéressant qu'on trouve dans l'évangile selon saint Jean de la femme adultère. Vous avez des pharisiens qui sont ces docteurs de la loi, qui arrivent et qui viennent et qui ramènent une femme qu'on appelle Marie de Magdala, Marie-Madeleine qu'on appelle, et qui lui jette devant et lui dit, bon voilà, selon la loi de Moïse, cette femme qui a péché doit être lapidée. Ah, c'est comme ça que... Et qu'est-ce que fait Jésus? Jésus s'abaisse, c'est ça qui est très intéressant, il s'abaisse et il se met au niveau des pieds de cette femme. Et il commence globalement je dirais, à écrire. Et donc, c'est-à-dire que globalement, ici, Jésus ne veut pas faire perdre la face, je dirais, aux pharisiens dans une espèce de vis-à-vis qui peut être mortel. Il y a quelque chose qui se rabaisse dans l'humilité au niveau des pieds. Alors, regardez bien vos pieds, hein, ce soir en rentrant. Il y a quelque chose qui se rabaisse pour relever. Vous voyez, donc il y a une espèce de, je dirais, de forme d'humour par la réponse, par les pieds, en se rabaissant. Vous voyez, donc on n'est pas globalement dans ce vis-à-vis. Et donc, on voit bien que, et je pourrais aller là-dessus, sur, en fait, cette idée de l'humiliation, c'est un problème éthique et politique, car elle remet en cause la visée éthique dont je vous avais parlé tout à l'heure de Paul Ricoeur, quand il dit que c'est une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Qu'est-ce que c'est que cette idée? D'abord, cette visée éthique, elle suppose 3 soucis. D'abord, le souci de soi, qui est fondamental, l'estime de soi. C'est-à-dire le désir que les individus puissent se réaliser pleinement comme un être capable et digne de respect. Ça, c'est la première des choses. Le souci de l'autre, qu'on appelle la sollicitude, hein, que vous trouvez dans la famille, etc., qui est la bienveillance envers les gens qui vous entourent. Et puis le souci de l'institution qui exige une justice et de l'équité. Ben justement, l'humiliation vient contredire complètement cette visée éthique d'une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions, parce qu'elle détruit complètement cette idée je dirais, de cette forme de reconnaissance. Et que si on prend par exemple quelqu'un, et je terminerai là-dessus, si vous prenez quelqu'un comme Axel Honneth qui a travaillé sur la question de la reconnaissance, sur ce qu'on appelle les théories de la reconnaissance, pour lui il y a 3 sphères de reconnaissance. D'abord il y a la reconnaissance affective, familiale, amoureuse. Il y a la reconnaissance juridique, puis il y a la reconnaissance en termes de solidarité sociale. La reconnaissance, d'un point de vue, je dirais, affectif, c'est ce qui permet de développer la confiance en soi. C'est l'amour que vous recevez dans une famille, c'est l'amour que vous pouvez recevoir, je dirais, vis-à-vis d'un ami, de l'amitié, de l'amour. Ça vous donne votre confiance en soi. Et s'il y a quelque chose qui est subi en termes de viol, en termes d'inceste, en termes de ce que vous voulez à l'intérieur, il y a quelque chose qui fait que là, il y a une espèce de violence psychique qui fait que vous perdez confiance en vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui est détruit. Et ensuite, vous avez la deuxième sphère de reconnaissance qui est d'abord la reconnaissance juridique. La reconnaissance juridique, ce qui fait que dans ce pays, normalement, tous les individus doivent avoir le même droit. Si vous n'avez pas le même droit, ça développe une pathologie qui est d'abord le mépris de soi, c'est-à-dire que ça développe le respect de soi. Le juridique permet de développer le respect de soi. Quand vous êtes par exemple en France et que vous êtes discriminé par votre peau, votre religion, ça touche à cet endroit en termes de reconnaissance. Et puis le troisième, qui est d'abord l'estime de soi, en termes de contribution. Vous voyez, donc ça, c'est le déni, c'est l'idée du mépris. Et donc vous voyez bien que globalement, toutes les luttes sociales, économiques et politiques aujourd'hui sont d'abord des demandes de reconnaissance. Et la question c'est comment on travaille cette idée de la reconnaissance avec une difficulté qui est quand même supplémentaire, c'est que les institutions elles-mêmes demandent aujourd'hui à être reconnues. C'est le problème que nous avons. Nous avons un problème institutionnel, c'est-à-dire que les professeurs demandent à être reconnus, les policiers demandent à être reconnus,
l'État demande à être reconnu, la famille demande à être reconnue, alors que d'habitude, cette reconnaissance qui allait de soi, elle devient, je dirais, elle devient problématique. Et que, je terminerai là-dessus, c'est que une société décente où il y a de la reconnaissance, les premières reconnaissances, c'est d'abord l'idée du bien commun. Je reviendrai sur la question de l'éducation et de la santé. Tout simplement parce que comme je suis au Haut Conseil de l'éducation, donc on a un certain nombre de données. Ce n'est pas normal que dans un pays, dans les grandes agglomérations, 50% des gens mettent leurs enfants dans le privé. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, tout le monde ne pourra pas se sauver par le privé. Il faut faire du privé public et plus des fondations non-profit, etc. Mais l'idée d'abandonner cette idée du public, il est clair qu'on ne peut pas envisager le public comme avant. Ça, il faut le repenser autrement. Donc, il y a des alliances. Mais à partir du moment, et je crois que c'est peut-être le grand danger qui guette les sociétés, la France, l'Inde, etc., c'est d'abord l'éducatif et la santé. L'éducation en termes d'instruction, en termes de capacitation. Lorsque vous avez le service public qui n'est plus capable d'assurer l'instruction des enfants, c'est une société qui est en danger. C'est une société qui est en danger. Parce que normalement, ça devrait être le bien commun. Or, j'ai l'impression que l'idée du bien commun ne résonne pas suffisamment. Pourquoi? Parce que tout le monde pense qu'il va pouvoir s'en sortir. Tout le monde pense qu'il va pouvoir s'échapper à tout ça grâce à son réseau, grâce à son argent. Mais il va arriver un moment où tout ça va être emporté. Pourquoi? Parce qu'une société ne peut vivre que s'il y a des biens communs. C'est-à-dire qu'on a le souci du bien commun, qu'on a le souci des institutions. Qui d'entre vous a le souci des institutions? On commence par Anna Orasi. Ça commence comme ça. Cette idée d'un bien commun qui serait supérieur à nous tous, c'est le grand impensé de cette société et de beaucoup de sociétés. C'est-à-dire que globalement, on se dit, je paye pour mes enfants, la santé et l'éducation, je ne dois rien à l'État. Mais s'il y a 50% de Marocains qui disent, je ne dois rien à l'État, ben vous développez une société violente où vous allez avoir des Marocains contre d'autres Marocains. C'est tout ce que vous allez avoir. Et donc il y a, me semble-t-il, quelque chose à repenser à partir de la société civile, entre le public et le privé, de se dire comment on réinvente le bien commun pour l'ensemble de la société, pour le souci de la société. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir des institutions scolaires qui soient humiliantes à ce point-là, c'est pas possible. Parce que ça prépare les violences. Mais d'autant plus ça prépare les violences, parce que lorsque vous allez dans ces écoles privées, qui sont souvent des entreprises privées, qui n'ont de privé que le nom, mais que dans l'institution, l'école, l'éducation, c'est le cadet de leurs soucis, mais d'abord, on est là d'abord pour le profit, dont il faut être conscient. Lorsque vous avez ces éléments-là, et que vous promettez à des enfants un diplôme, vous leur promettez du travail, vous leur promettez l'étranger, quand tout cela va s'effondrer, plus vous faites des études, et moins vous avez de place, plus vous allez développer du ressenti. Et donc la question c'est comment on va travailler ce grand récit du sentiment, comment on va travailler ce grand récit de l'humiliation. Voilà, c'était simplement quelques pistes que je voulais avoir avec vous. Je crois que la plus grande humiliation, c'est le culte de la performance. Vraiment cette idée du récit de la réussite. Vous voyez, donc ce récit de la réussite, à mon avis, c'est peut-être la chose la plus humiliante qu'il peut y avoir. Parce que globalement, ce qu'on va vous dire, et c'est la même chose en France, hein, c'est que vous pensez que la réussite, elle est liée à votre talent, elle est liée à votre acharnement. Et vous ne vous pensez pas à l'intérieur d'une société, d'une institution. Vous avez parfois dans une famille, on va dire, voilà, ben regarde, ton frère, il a réussi. Pourquoi tu ne réussis pas, toi? Mais si on vous dit pourquoi tu ne réussis pas, ça veut dire que c'est ta faute. Ça veut dire quoi? C'est ta faute, ça veut dire que tu n'as pas fait suffisamment d'efforts. Et là, c'est la culpabilisation. Et donc, les vaincus développent un ressentiment qui finit tôt ou tard par l'idée de la violence. Et moi, je pense qu'il faut plutôt détruire cette mythologie du talent, cette mythologie de la réussite, parce que, en fait, elle développe beaucoup d'injustice. Elle développe de plus en plus d'inégalités. Et donc, toute la question, c'est comment... moi, ce qui m'intéresse dans une société, globalement, je vais vous le dire, hein,
ce n'est pas les vainqueurs. Les vainqueurs ne m'intéressent pas. C'est plutôt le sort des vaincus. Qu'est-ce que nous faisons des vaincus? Globalement en France, qu'est-ce que nous faisons des 350 000 personnes qui sortent chaque année sans diplôme? Qu'est-ce que nous en faisons? Et donc, ça, c'est la vraie question. Moi, la question, moi, j'enseigne à Sciences Po. La question de savoir combien il y a d'Arabes et de Noirs à Sciences Po, je m'en fous. Parce que globalement, ce n'est pas en mettant 1000 Arabes ou 1000 je ne sais pas quoi que vous allez changer la donne. Vous ne changez pas la donne, vous donnez simplement un sentiment que la société fonctionne. Ouais, c'est le mythe de la réussite, hein, c'est ce qu'on fait en France. Hein. On vous donne cette impression que, vous voyez quand même, il y a une échelle sociale, ça fonctionne. Mais les Arabes ne cachent pas l'arbre qui cache la forêt, comme on dit. Hein. Et je trouve qu'une société doit d'abord se penser en termes, je dirais, de rapports, de catégories. Vous voyez, donc, plus les revenus entre catégories sont bas, plus vous avez une société juste. Vous voyez, c'est cela. Comment vous allez réduire les inégalités, notamment en termes de salaire et de richesse? C'est ça qui permet globalement une société un peu plus juste. Mais que la société du mérite, moi je m'en méfie. Il y a un sociologue anglais, dès les années 30, qui disait que ce mythe, ce récit de la méritocratie, ce récit du mérite, globalement, en tout cas il parlait de l'Angleterre et ça arrive, globalement va faire en sorte qu'il y a une bonne partie de la gauche qui va se paupériser, ça va développer le populisme, etc. et on y est. C'est-à-dire que le système, quel qu'il soit, pour sa survie, a toujours besoin de montrer quelques exemples, quelques modèles, pour dire « Ah ben c'est ça ». Vous savez, le narratif qu'on nous a vendu aux États-Unis, « Yes, we can ». Ça fait beaucoup de mal. Hein. Ah, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Parce que dans la vie, il y a de l'involontaire dans l'existence. Il y a le mal, il y a la faute, il y a l'échec. Comment, dans le narratif que nous faisons, comment on le prend en compte? Et donc, c'est pour ça que l'humilité suppose de revoir un peu toutes ces catégories de pensée avec lesquelles nous sommes en train de partir et sur lesquelles nous sommes en train de courir. Et qui mènent globalement une société à beaucoup plus d'inégalités, à des sociétés qui sont beaucoup plus violentes, parce que le lien, l'institution, le bien commun a tendance à disparaître, parce que le bien commun est soumis au marché. Lorsque, par exemple, en France, pour vous dire que je ne veux pas uniquement sur le Maroc, hein, mais lorsque vous avez en France cette idée que la santé devient de plus en plus privée sur la question de l'hôpital, voyez bien ce que ça produit. Lorsque vous avez des parents qui contournent la géographie scolaire pour mettre leurs enfants là où il faut, lorsque vous avez un ministre de l'Éducation qui, au lieu de mettre ses enfants dans le public, va le mettre dans une école privée et la plus chère, etc. Mais qu'est-ce que vous pouvez espérer d'une société pareille? Et donc, du coup, la question de l'exemple, elle est fondamentale. Parce que ça permet d'avoir une espèce de cohérence dans sa propre existence. Et lorsque vous n'êtes pas cohérent dans votre vie, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'incohérence, mais il y a quand même des amplitudes. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous travailler. En tout cas, moi, je rêve vraiment de... Parce que c'est la discussion que j'ai au Conseil. On parle de... Moi, je suis dans une commission qu'on appelle gouvernance. Et je leur dis, mais pour qu'il y ait gouvernance, il faut d'abord qu'il y ait une institution. Or, les institutions, parfois, sont inachevées. Ou parfois inexistence, un nom d'école que le nom. Donc je veux bien gouverner, mais il faut un gouverneur, il faut un bateau, il faut que... Sinon il y a quelque chose qui coule. Vous voyez, si vous n'avez pas de bateau, il y a quelque chose qui coule. Et donc c'est pour ça qu'il faut, me semble-t-il, l'urgence, c'est d'abord de penser les institutions, tout en permettant des expériences publiques, privées, comme ils appellent ça, non-profit, c'est-à-dire les 3 P, hein, c'est-à-dire qui permettraient de développer d'autres modèles à côté du modèle que je dirais que nous avons. Mais je ne crois pas que ça soit la fuite en avant du privé qui va nous en sortir. Parce que le privé, c'est d'abord l'intérêt individuel, ce n'est pas l'intérêt collectif. Désolé d'avoir été long. Une autre question, d'abord Wafa, puis le monsieur. Vas-y. J'ai une question. J'ai lu quelque part que sans humilité, plutôt sans humiliation, il n'y a pas d'humilité. Et je me demande si une personne qui a grandi dans l'humiliation, comment elle peut développer cette humilité, alors comme vous avez dit que l'humiliation, ça peut toucher à l'estime de soi. Ouais.
personne-là. Et du coup, comment cette humiliation peut développer cette humilité à cette personne-là dans certaines conditions qu'on vient de mentionner? Je vais partir sur un exemple de la littérature, parce que la fiction est souvent le chemin le plus court vers le réel. Donc lisez. La lecture, la littérature, va vous permettre de comprendre plus que chose que toutes les analyses que je peux faire, ou toutes, je dirais, les analyses des sciences humaines. Vous connaissez Jean Valjean, hein? Jean Valjean, il sort de prison, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il est reçu par un évêque ou un prêtre, je ne me rappelle plus à l'époque, et qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est qu'il finit par le voler. Qu'est-ce qu'il vole? Il vole 1 ou 2 chandeliers. Ok? En volant 1 ou 2 chandeliers, voilà, parce qu'il pense que la vie a été injuste avec lui, donc du coup il doit voler les autres. Et il est attrapé par la police. Et il y a le risque qu'il aille en prison. Qu'est-ce que fait l'évêque ou le prêtre de l'époque? Quand la police lui ramène, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, c'est moi qui lui ai donné, et d'ailleurs tu en as oublié 2 autres. Mais c'est très très intéressant cette pièce-là. C'est-à-dire que globalement, comment cette humiliation d'aller en prison est développée par un geste de l'autre, dans une espèce de sollicitude, qui le rétablit et qui lui permet d'avoir cette idée de l'humilité. Moi je pense que ce sont souvent des gestes subversifs comme ça, comme l'humour. L'humour par rapport à l'humiliation, c'est quelque chose, je dirais, qu'on peut contourner. De même ce geste-là. Et en même temps, il faut être, je dirais, attentif à ces humiliations. Parce que globalement, il y a l'humiliation verticale, qui est l'institution vis-à-vis des citoyens, mais aussi l'humiliation horizontale, où, au fait, sans nous en rendre compte, en fait, nous passons notre temps à humilier les uns et les autres. Comment on les humilie? Parfois, dans une réunion, il y a quelqu'un, on ne lui donne pas la parole. Il ne peut pas exister, il ne peut pas s'exprimer. Et dès qu'il a la possibilité de s'exprimer, on le discute. Donc c'est des formes d'humiliation. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va empêcher votre capacité d'agir. La bureaucratie. C'est-à-dire en pensant que les règles vont résoudre tout. En France, on est les champions de la règle. Ça ne résout rien. Ça ne résout absolument rien en pensant que parce que nous avons une règle, parce que nous avons la loi, ça va marcher. Ça ne marche pas comme ça. Vous avez la Mudawana, il y a quelques années, vous voyez bien ce que ça donne, c'est que c'est long. C'est le temps long. Vous voyez, donc ça prend du temps. Donc du coup, il y a la manière dont l'administration, quand vous allez chercher un papier, la manière dont on vous parle, la manière dont on vous traite, la manière dont on vous accueille. Par exemple, au niveau de la préfecture de Paris et autres, la manière dont on accueille les gens qui vont simplement renouveler leur carte de séjour. Et en fait, l'humiliation, elle est partout. Et ces humiliations, en fait, elles cassent le lien à la société. Mais d'un seul coup, quand vous êtes reconnu, il y a quelque chose qui se reconnecte à la société. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est d'abord la reconnaissance, mais la reconnaissance, elle est d'abord, je vous reconnais, vous me reconnaissez. Mais qu'est-ce qui est reconnu? Ce n'est pas l'identité. Ce qui est reconnu chez les individus, c'est les capacités. Vous êtes en capacité de parler, comme la jeune fille tout à l'heure qui est ingénieure avec son histoire. C'est très, très, très intéressant. Cette idée que ici, on lui rouvre des capacités. Mais c'est ça l'imagination, c'est ça la littérature, c'est ça le discours poétique, métaphorique, c'est qu'il permet de réouvrir des capacités chez les gens et des possibles qui sont souvent niés. Vous voyez, donc il y a quelque chose, par exemple, chez Jean Valjean qui a été nié, et que le discours du prêtre réouvre des possibilités d'existence. Quand vous vous baladez par exemple à Agadir avec de la musique, vous voyez bien que vous ne voyez pas Agadir de la même manière, on est d'accord ou pas? Hein, vous imaginez Agadir autrement, vous imaginez votre vie autrement, et donc c'est parce que vous avez cette capacité de réimaginer votre vie autrement que d'un seul coup, ce récit qui se déploie devant vous avec la musique, avec un film, etc., d'un seul coup, ça rouvre des possibilités. Regardez par exemple le narratif de la Coupe du Monde. Hein, c'est un narratif. Hein. Le Maroc, qui arrive jusqu'en demi-finale, c'est un gros narratif. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Mais vous voyez comment ce narratif a réouvert des possibilités chez les Marocains ou pas? Alors il réouvre parfois plein d'illusions, c'est vrai, mais il réouvre aussi des capacités chez les gens. Et bien c'est ça le récit. Un récit, c'est dans la mesure où il est capable de réouvrir en vous des possibilités d'action. C'est pour ça qu'il y a un lien entre récit
et l'action, entre récit, reconnaissance, appartenance et participation. Mais que sans récit, il n'y a pas possibilité de déployer une existence. Parce que le récit, c'est ce qui permet de donner forme à votre existence. Ce qui fait que lorsque les gens sont invisibilisés, leur récit n'existe pas. Et donc, comme il n'existe pas, leur récit, ils ne peuvent pas avoir voix au chapitre. Sur la question, par exemple, de la mémoire et de l'histoire, sur l'esclavage en France, sur la colonisation, sur la mémoire et l'histoire, qu'est-ce que demandent les enfants, je dirais, de la 3e, 4e génération? C'est qu'on reconnaisse leur histoire. Et sans reconnaissance de l'histoire, ça ne marche pas. C'est ce que j'appelle la guerre des récits. Vous avez à peu près 5 grands récits en France. Mais vous allez voir qu'au Maroc, on n'est pas très loin. Vous avez le récit féministe, qui est très intéressant, avec toutes ses facettes. Le récit féministe, qui est là. Vous avez le récit écologiste. Ah, celui-là, il va s'imposer à tout le monde. Vous n'aurez pas le choix. Vous avez le récit, ce qu'on appelle décolonial. OK? Vous avez le récit, ce qu'on appelle des gilets jaunes, mouvements sociaux, etc., premier mai, etc. Puis vous avez un récit nationalo-religieux. Tous ces grands récits, ces 5 grands récits, mais on peut les multiplier, qu'est-ce qu'ils demandent? Ces 5 grands récits demandent réparation. Le récit féministe dit qu'il faut réparer notre rapport aux hommes, le patriarcat, les institutions, qui continuent à proroger cette norme patriarcale. Donc tant qu'on n'aura pas réparé notre rapport aux hommes, il n'y aura pas possibilité d'émancipation. Le récit décolonial, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'on n'a pas réparé notre rapport à l'histoire et à la mémoire, il n'y aura pas d'émancipation. Qu'est-ce que se dit le récit social? Tant qu'on n'a pas réparé le bien public et les services publics, il n'y a pas d'émancipation. Le récit écologiste, qu'est-ce qu'il dit? Tant qu'on n'a pas réparé notre rapport à la nature et aux ressources, il n'y a pas de réparation. Comme en Tunisie, à un moment, le narratif, c'est de la faute des Noirs, c'est de la faute des subsahariens qui vont globalement nous... La théorie du remplacement. Donc, il y a cette idée qu'il y a une horde d'Africains qui va venir envahir notre culture, notre islamité. Ouais, c'est ce type de, je dirais, de fantasme. Et qui fonctionne, pourquoi? Parce qu'il va jouer sur les peurs. Parce que d'un seul coup, on a un bouc émissaire. D'un coup, c'est l'État. D'un coup, c'est les professeurs. C'est jamais soi. En fait, soi-même, si on demande aux Marocains et aux Français quelle critique vous feriez de vous-même, on serait très surpris des résultats. On serait très très surpris des résultats. Et je pense que ça passe par d'abord une lucidité vis-à-vis de soi-même et de dire que parfois nous déconnons. Accepter que parfois on manque de cohérence. On se plaint et en même temps, si je peux faire un mensonge pour ne pas payer les impôts, ça m'arrange. Si je peux tricher, ça m'arrange. Mais vous voyez bien que le mensonge, la tricherie, tout ça, ben en fait, ça détruit la reconnaissance. Parce que si personne ne paye d'impôts, ben comment voulez-vous avoir une capacité de créer du commun? Donc finalement, on est passé de trucs très collectifs, où la famille pèse, etc., à une espèce d'individualisme qui est complètement exacerbé, mais d'un point de vue libéral. C'est la même chose dans les quartiers populaires en France. Il n'y a pas plus libéraux que les mecs qu'on appelle les mecs de Tchéka, les mecs de quartier. Et il n'y a pas plus libéral. C'est moi, je me sauve moi-même. Les autres, on verra. Allez, je me sauve moi-même et ma famille. Mais le reste, le souci, non. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée qu'on va dépecer les institutions. Il faut prendre ce qu'il y a, qu'ils appellent ça, il faut prendre ce qu'il y a à gratter. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter? Est-ce qu'il y a quelque chose à gratter des réseaux institutionnels? Est-ce qu'il y a des réseaux à gratter pour avoir un permis? Vous voyez, donc on gratte, mais à force de gratter, il ne restera plus rien. Et c'est pour ça que, vraiment, s'il y a quelque chose qu'on doit peut-être retenir aujourd'hui, c'est d'abord le souci des institutions. Parce que sans institutions, on n'y arrivera pas. Vous pouvez faire des miracles en termes d'entreprise, d'éducation, s'il n'y a pas l'institution qui est derrière pour la transformer, pour qu'elle puisse créer justement ces capacitations, on risque vraiment de participer à une espèce d'ensauvagement et de colère que je vois de plus en plus monter en Europe, en Afrique et ailleurs, parce que d'un seul coup, il n'y a plus l'idée du bien commun. C'est très intéressant de dire au Maroc, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? Est-ce qu'on a l'idée d'un bien commun ou est-ce qu'on a l'idée de tirer profit de ce qui est possible? Et donc ça, c'est une vraie réflexion
qui, à mon avis, mériterait d'être simplement posée. J'ai pas toutes les réponses, mais je pense que la réponse, elle peut être que d'abord que institutionnelle à partir du moment où les citoyens acceptent de participer en termes de pouvoir. Je vous dis, le pouvoir, c'est le pouvoir de faire ensemble. C'est ça, chez Hannah Arendt, le pouvoir, c'est pas la domination. La violence, c'est quand on veut assujettir les autres à faire quelque chose. Ça, c'est de la violence, ça, c'est de la domination. Mais le pouvoir, c'est d'avoir le pouvoir de faire ensemble. Et que d'être capable d'être visible, et dire voilà qui je suis, voilà ce que je fais, voilà ce que je peux faire, et en même temps être capable de se retirer pour laisser la place à d'autres. Vous savez, c'est ce mouvement générationnel. C'est-à-dire que comment, par exemple, les adultes vont laisser la place aux jeunes. C'est le mouvement de la vie. C'est comment on met en avant, comment on les encapacite, et comment surtout on leur fait confiance. Parce que globalement, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des jeunes bien éduqués, et je m'adresse aux parents, c'est simplement faites leur confiance. Il n'y a pas autre chose que d'accepter globalement de faire confiance. Et quand vous faites confiance à quelqu'un, il n'a pas envie de vous décevoir. En tout cas, tout ce qui peut mettre en mouvement et en capacitation les jeunes est le bienvenu. Voilà, vraiment, sur la question de la culture, elle est fondamentale. Sur la question du théâtre, sur la question du cinéma. C'est-à-dire que globalement, l'art, c'est une sublimation. Et donc c'est une manière de sublimer. Quand vous voyez par exemple un tableau, il y a quelque chose qui relève de l'abstraction. Vous voyez, un tableau abstrait, ça vous abstrait du temps et donc du coup vous vivez d'autres vies que la vôtre. C'est ça la culture, c'est que vous avez cette capacité de vivre, je dirais, d'autres vies que la vôtre. La question, me semble-t-il, c'est comment faire en sorte pour que ça devienne à la fois une politique publique, ça c'est important, que ça devienne une politique publique, mais que ça ne devienne pas uniquement une politique publique. C'est-à-dire comment on permet aux gens, à côté, à la marge, de pouvoir aussi créer, je dirais, ces espaces-là. Et que, par exemple, ce que tu fais à travers le théâtre, ce que fait cet institut, c'est d'avoir un lieu, un espace pour pouvoir se rencontrer. Mais ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà fondamental. Il y a un moment pouvoir se rencontrer, pouvoir discuter, pouvoir, je dirais, pouvoir s'interroger. Et moi, je suis à chaque fois surpris vraiment des Marocains. Il y a un appétit pour la connaissance, pour le débat et le savoir, ce qui est rare quand même vraiment dans les pays sécularisés où je pense que les gens sont un peu saoulés de toutes ces questions. Mais la question, c'est comment développer la pérennité des institutions. Par exemple, Connected Institute, c'est comment, excuse-moi, l'après-Taha, comment on fait? Le plus lointain possible, hein, je ne lui souhaite pas d'autre chose, mais à un moment... J'ai encore 50 ans. Voilà. Mais globalement, comment on travaille la pérennité de ce qui fonctionne? C'est ça la vraie question. La vraie question, c'est ne pas d'aller chercher constamment de l'argent, à s'épuiser, à monter des subventions, etc. Mais comment faire des conventions pour du théâtre sur 5, 10 ans, 15 ans? Ouais, comment on travaille ça? Parce qu'à un moment, ça ne peut pas être uniquement que les gens du privé, que les personnes, c'est pas possible. À un moment, il faut que les pratiques au quotidien transforment l'institution de la culture. Si elle ne transforme pas l'institution de la culture, elle n'a fait que la moitié du travail. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que globalement, ce qu'il faut transformer in fine, c'est quand même l'institution. Et donc du coup, dans le travail, c'est voilà, comment faire un retour réflexif pour que l'institution, parce qu'on a ici monsieur le gouverneur, Le Wali. Monsieur Louali, C'est l'humiliation. Je me rattrape par le pardon. Comment ici, vous voyez justement le Wali là, comment dans ses prérogatives, dans ses fonctions, comment il se laisse interroger par ce qu'il voit au quotidien. Parce que soit il peut être dans cette idée de l'État, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, voilà, c'est comme ça les procédures, là il faut rappeler ça. Ou soit on se dit, ben voilà, il y a la norme, mais la norme n'a de sens que parce qu'elle a une visée. Par exemple, si on vous dit il faut pas voler, c'est la norme. Mais s'il ne faut pas voler pour elle-même, ça n'a pas de sens, la norme. La norme, elle a une visée, vous voyez. Mais, je veux dire, si on n'applique que la norme, ça ne va pas. Il faut qu'elle soit au niveau des visées. Et donc, du coup, comment M. Le Wali va se laisser transformer par les pratiques du quotidien, sans trop s'éloigner de la norme, de l'État, c'est important, mais en développant ce que Ricard appelle la sagesse pratique. Parce qu'il y a la visée,
La visée d'un État, c'est quoi quand même? Parce que je ne pense pas que l'État gouverne contre la population. La question de l'État, ce n'est pas simplement une question de maintien de pouvoir, de domination, loin de là. Sinon, il y aurait longtemps qu'il n'y aurait plus d'État. La question quand même de l'État, de l'institution, c'est d'en capaciter les Marocains. C'est de les mettre en capacité, comme une famille. La famille, elle est là pour vous en capaciter à travers l'instruction, l'éducation, pour vous émanciper. Mais l'idée de l'émancipation ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attachement. Donc il faut penser l'émancipation et l'attachement, l'idée du lien. Et que parfois, l'État ne peut pas tout, et parfois l'État fait mal les choses. Voilà. Mais de là à laisser le privé de l'éducation faire comme il le fait, ça devient dangereux même pour l'institution même de l'État. Voilà, c'est ce que je dis. De manière générale, c'est les citoyens qui influencent les institutions. C'est qui formatent, qui dessinent les institutions. Quand ça ne marche pas, c'est des révolutions, ou des élections. C'est-à-dire le citoyen a un rôle à jouer pour que l'institution elle-même joue son rôle. Et j'aime pas trop, c'est pas une critique, mais de dire il faut les institutions. C'est comme si dans un immeuble, on se plaint que l'ascenseur ne marche pas et donc il faut le syndic, alors que le syndic, c'est les gens eux-mêmes qui mettent des déchets dans les escaliers et qui ne payent pas pour que l'ascenseur soit... Donc moi, je dis, c'est pour ça que cette initiative existe, c'est qu'on doit travailler l'individu pour que lui-même il travaille l'institution et pas l'inverse. Je donne un exemple. Oui. Très simple. L'autre jour, tu étais avec nous à Nabili Bengué. Monsieur le ministre de la Culture, qui ne connaissait pas Connect Institute, est venu. Ouais. Et il a vu le spectacle de théâtre, il a vu le film fait par les jeunes, il a vu, comme tu as vu aujourd'hui, tu les as vus d'ailleurs toi-même, et il a été, disons, l'institution qu'il représente a été influencée par ce que nous faisons. Donc imagine un scénario positif, je dis concrètement, parce que monsieur le ministre de la Culture a pris contact avec nous, il nous a donné un stand au Salon du Livre, il nous a donné une conférence, et il nous a donné une tournée pour la pièce de théâtre, sur une simple rencontre avec Connect Institute. Donc imagine le scénario où il y a pas mal de... Monsieur Louali, Ahmed peut aussi témoigner, ce que nous faisons ici impacte de manière directe ou indirecte les institutions, puisqu'ils voient que ça peut se faire autrement, ils voient qu'on peut faire du beau avec des jeunes venus de milieux défavorisés, on ne peut pas toujours les mettre dans des milieux qui ne représentent pas ce qu'on veut pour nous-mêmes. Et donc, favoriser les initiatives pour que l'institution se réveille et dise que c'est possible, et dans ce cas, peut-être qu'on va marcher. Mais si on se concentre sur ce discours qui est... Je l'écoute, je l'entends. Qu'est-ce que tu fais? C'est le rôle de l'État, nous payons des impôts pour ça. Alors qu'on sait que ça ne va pas se faire. On le sait. J'ai retrouvé le nom du ministre Chichen. C'est des milliards qu'il a dépensés pour la réforme de l'éducation. Il est parti. Est venu quelqu'un d'autre après lui, des milliards encore. Il y en a un autre. Donc l'institution qui peut avoir l'argent, peut avoir les moyens, avoir le pouvoir, l'autorité, la légitimité, s'il n'y a pas une dynamique citoyenne, menée peut-être par le privé, menée peut-être par des fous comme moi ou d'autres, l'institution va rester sur ses chaînes. Mais je pense qu'on dit la même chose quand je dis est-ce que l'institution se laisse transformer par les citoyens? C'est ce que je dis. Je n'ai pas arrêté de dire ça, c'est-à-dire comment on transforme les institutions. On transforme les institutions par les pratiques, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, est-ce que les pratiques, ce que tu fais, ce que font d'autres, est-ce qu'elles sont intégrées dans l'institution elle-même? Parce que, in fine, l'institution, c'est elle qui a quand même les moyens, c'est elle qui relève de l'État. Mais je prends par exemple l'institution de l'école. L'institution de l'école, avec les profs qui sont absents. Qu'est-ce que peuvent faire, je dirais, les parents? Les parents, je pense qu'ils ont mené un certain nombre de combats, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est vain. C'est-à-dire que de l'autre côté, ça n'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? On développe le privé. C'est-à-dire que même avec un salaire minimaliste, je mets mon enfant dans un truc de quartier du privé. C'est-à-dire qu'à un moment, je n'ai plus confiance dans l'institution, donc du coup, je n'ai plus confiance en l'État. C'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'à un moment,
À un moment, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas contre le privé. Mais je ne suis pas pour que le privé prenne en charge quelque chose qui d'abord doit relever des citoyens et de l'institution. Que le privé soit un partenaire, oui. Que le privé prenne toute cette place pour des questions de profit, parce que c'est ça qui l'intéresse quand même. Je ne parle pas des institutions nobles comme la tienne, des fondations, etc., qui sont quand même ailleurs. Il ne faut pas payer les mais que globalement, le privé, ici au Maroc, c'est d'abord une question, ce n'est pas une question de souci de l'éducation, de l'instruction, c'est d'abord une rentabilité économique. Et quand ça devient une rentabilité économique, ça met à mal, je dirais, une société. C'est ce que je dis. Et c'est pour ça que moi, j'ai d'abord le souci des institutions, parce que l'institution, c'est le lieu de la médiation. Je ne dis pas qu'il faut aller d'un point de vue théorique, etc., mais regarder les pratiques et de se dire dans quelle mesure les pratiques qui sont innovantes sur le terrain, comment on les intègre dans l'institution pour qu'elles changent. Comment l'institution se laisse transformer par ses citoyens. Mais ça suppose une espèce de participation. Une participation en termes de pouvoir. Comment les citoyens retrouvent du pouvoir. Pas au sens coercitif, violent, mais pouvoir, je dirais, participer. C'est cela que doit demander. Et c'est pour ça que c'est une alliance. Moi qui ai travaillé on a travaillé pendant 2 ans sur le nouveau modèle de développement, on a bien essayé d'articuler cette articulation, en tout cas ce lien entre l'État et la société civile pour prendre en sandwich, je dirais, l'administration pour l'emmener vers ce couloir-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand je parle de l'institution, c'est pas un discours vain politique, il faut changer l'institution d'un point de vue rhétorique, non. C'est-à-dire comment les pratiques des gens, on va les intégrer dans le métabolisme institutionnel pour être en copartenariat avec eux. Et ce que je dis, c'est que des pratiques comme la tienne, si elle ne rencontre pas l'institution pour la transformer, elle n'aura fait que la moitié du boulot. C'est ça que je veux dire par là. C'est comment tu intègres le gène de tout ce que tu fais à l'intérieur pour transformer cela. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas lâcher l'institution. C'est-à-dire que les citoyens doivent avoir quand même l'idée du souci de l'institution. J'ai bien parlé du souci de l'institution, je n'ai pas dit réclamer simplement des choses à l'institution, mais le souci de la pérennité de l'institution. Quand je dis le souci de soi, le souci de l'autre et le souci des institutions pour des institutions justes, c'est un combat politique et des citoyens.